enchantée d'être avec vous ce matin pour l'animation de cette première conférence sur la construction Objectif 2050. Donc, je me présente, je suis Claire Villazzi et je suis chargée de mission au sein de Ville et Aménagement Durable. Voici le programme de la matinée. Tout d'abord, on fera un point sur la RE 2020 et le nouveau label en construction. Puis on fera un focus sur 2 retours d'expérience de projets en Auvergne-Rhône-Alpes. Tout d'abord, l'immeuble de bureaux pluriel à Lyon et les logements ABC à Grenoble. On passera ensuite à une table ronde sur le sujet RE 2020 pour être fin prêt. Vers 10h30 environ, on prendra quelques questions et on fera une pause vers 10h35 jusqu'à 11h30, pendant laquelle vous serez invité à naviguer sur l'espace de convivialité, l'espace networking. On reprendra ensuite les interventions vers 11h30 pour prendre un petit peu de recul avec les nouvelles donnes du bâtiment et une vision prospective à l'horizon 2050. Et on passera enfin un dernier retour d'expérience, plutôt à l'échelle du quartier, à Saint-Julien en Genevois. Donc, j'invite Emmanuel Accardi et Julien Hans à me rejoindre à la tribune pour cette première intervention autour de la RE 2020, application imminente et nouveau label. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup Claire. Bien, écoutez, bonjour à tous. Donc, on va vous parler un petit peu de la réglementation environnementale 2020 et du nouveau label. Alors, la RE 2020, son application, elle est pour dans très bientôt. On peut passer peut-être la slide suivante. La première slide. Donc déjà pour vous dire que la RE 2020, elle s'inscrit dans un ensemble d'éléments de politique énergétique qui sont inscrits dans plusieurs lois successives. En gros, depuis les lois Grenelle en 2010, la loi transition écologique, la loi énergie-climat, plus récemment la loi climat-résilience. Donc il y a toute une série comme ça de dispositions inscrites dans les lois qui nous font aller vers plus d'ambition pour le climat et l'énergie. Donc c'est par exemple atteindre la neutralité carbone en 2050, ça c'est dans la loi énergie-climat, c'est réduire les consommations énergétiques de 50% en 2050 par rapport à 2012, c'est évidemment augmenter fortement la part des énergies renouvelables, c'est limiter les consommations d'énergie et de ressources, mais c'est aussi, au-delà de l'énergie, au-delà des aspects strictement énergétiques ou climat, c'est de travailler aussi sur la qualité sanitaire et le confort d'usage. Donc il y a vraiment une démarche de plus en plus ambitieuse et également qui, je dirais, se globalise. On va vers quelque chose de plus complet. Et je dirais qu'avec le paquet climat qui a été annoncé l'été dernier par la Commission européenne, je pense qu'on n'est pas au bout de cette ambition toujours plus forte. Donc voilà, c'est pour expliquer finalement que l'ARE s'inscrit dans un ensemble plus large qui nous fait travailler sur à la fois le bâtiment existant et puis le bâtiment neuf, puisque l'impact environnemental du bâtiment, comme vous le savez sans doute, est important. Alors j'en viens maintenant à donner un petit peu les grands enjeux et objectifs de la RE. En gros, il y a 3 sujets importants dans la réglementation environnementale: l'énergie, le carbone et le confort d'été. Bon, jusqu'alors, on était surtout sur l'énergie. La grande nouveauté de cette RE, c'est évidemment l'approche carbone qui apparaît. Sur l'énergie, on va toujours plus loin puisque en fait, on réaffirme l'objectif de sobriété, c'est-à-dire que, en gros, l'efficacité énergétique, le fait de diminuer le besoin de consommation d'énergie est renforcé. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est bien sûr de diminuer l'impact carbone du bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie, c'est-à-dire qu'évidemment, jusqu'alors, les réglementations thermiques ne parlaient que d'exploitation, de consommation des bâtiments en phase d'exploitation, et là, on parle évidemment de la phase construction, on parle aussi de la phase chantier. Le troisième objectif, puisque nous sommes quand même dans un sujet climatique, c'est de se préparer à des vagues de canicule de plus en plus longues, de plus en plus fréquentes. Donc c'est le confort d'été. Et donc c'est finalement ces 3 piliers qui sous-tendent la RE 2020. Alors si je rentre un peu plus dans le détail, il y a 6 indicateurs. Alors certains existaient déjà, ils ont été aménagés, renforcés, mais ils étaient présents dans la précédente réglementation thermique, actuellement en vigueur pendant encore quelques semaines. Donc d'abord sur l'énergie, c'est le BBio, le besoin bioclimatique. C'est la consommation d'énergie primaire qui existait déjà. Par contre, ce qui est nouveau, c'est la consommation en énergie primaire non renouvelable qui est mis en avant. Ensuite, on a les indicateurs carbone. Alors, l'impact carbone, on va dire qu'il est à la frontière entre l'énergie et le carbone. Et puis, l'impact construction,
c'est évidemment les matériaux, les équipements qui composent le bâtiment et dont on va mesurer l'impact carbone. Là, on est dans la nouveauté. Et puis le confort d'été, le sujet, alors il y avait un indicateur confort d'été, mais on va dire on le revoit complètement dans le cadre de cette RE 2020, et donc voilà les 6 indicateurs. Pour être un peu plus complet, en allant un peu plus vers la présentation des indicateurs, donc le BBio on va dire évolue, il existait mais on le renforce, et puis surtout on prend en compte le besoin en froid, ce qu'on ne faisait pas jusqu'à présent, puisque évidemment là aussi on est dans une approche climatique avec des périodes de chaleur plus importantes, et donc on a un besoin climatique qui est renforcé et qui est étendu dans son périmètre. Sur les consommations d'énergie primaire, là aussi ça existait, mais on a, on va dire, des éléments nouveaux, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'éléments nouveaux qu'on comptabilise dans la consommation d'énergie primaire, comme l'éclairage ou l'électricité liée aux ascenseurs ou aux escalators. Ensuite, on est sur les nouveaux indicateurs. Donc là, on introduit la méthode d'analyse de cycle de vie pour évaluer donc les gaz à effet de serre à la fois des consommations et des composants et des matériaux du chantier. Donc là, on est dans des indicateurs qui sont nouveaux et donc qui sont exprimés en kilogrammes de CO2 par mètre carré. Et enfin, donc comme je l'ai dit, on est dans les degrés heures d'inconfort. Donc ça, c'est un indicateur également nouveau, où on va mesurer finalement des écarts de température avec ce qu'on estime être une température de confort en période estivale. Et donc voilà les 6 indicateurs de la réglementation environnementale. Alors je tiens à souligner qu'au-delà de la nouveauté, je dirais technique, au-delà des sujets nouveaux qui sont les préoccupations de cette RE, la méthode elle-même a été relativement innovante, puisque d'abord, cette RE, elle se prépare en vérité depuis maintenant 5 à 6 ans, à travers d'abord une expérimentation, l'expérimentation du label E+, C-, E+, comme énergie positive et bas carbone. Également, il y a eu une phase de concertation qui a été très intense, très vaste, et qui a duré quand même plusieurs mois, avec plusieurs phases dans cette concertation. D'abord, finalement, l'intervention d'experts, de groupes d'experts qui se sont penchés sur chacun des grands sujets, donc l'énergie, le carbone, le confort d'été, les données environnementales, enfin un certain nombre de sujets qui composent la réglementation. Et puis, finalement, une phase avec la concertation proprement dite avec les acteurs, un copilotage par le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire un conseil qui rassemble toute la filière de la construction et donc qui s'est positionné, qui a été amené finalement à réagir aux travaux des experts et à se positionner sur les propositions et finalement à élaborer les fondements de la réglementation. Et puis ensuite, la concertation vraiment et les décisions sont intervenues l'an dernier avec, encore une fois, on a donné le temps qu'il fallait aux acteurs et je dirais jusqu'au bout, on n'a pas hésité même à reprendre et à ajuster les éléments de cette réglementation pour trouver finalement un consensus avec les acteurs. Donc ça, il faut quand même noter que c'est un travail fait avec les acteurs depuis plusieurs années maintenant. On peut passer à la slide suivante. Et là, je crois que c'est toi, Julien, qui enchaîne. On a fait des choix, évidemment. On va vous présenter plutôt des choses relativement nouvelles. Comme Emmanuel le mentionne, ce n'est pas des sujets nouveaux. L'analyse de cycle de vie, on a aussi travaillé dans HQE Performance 1 et 2, encore en amont de plus C-. Donc le sujet n'est pas nouveau. En fait, sur cette réglementation, on fait le choix de vous présenter ici l'indicateur d'émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d'énergie, parce que le BBio, vous l'avez compris, on va renforcer, c'est-à-dire on va poursuivre en fait les efforts qui étaient réalisés en RT 2012. Là, on va changer un peu d'univers. Pourquoi on change d'univers? Parce que les émissions de carbone, c'est l'ennemi public numéro 1 en termes d'environnement, tout le monde l'a bien compris. Donc il est indispensable, si on veut faire des progrès, de savoir de combien on parle. Je vais vous inviter dans votre tête à vous poser cette question extrêmement simple. Sur vos 3 ou 4 dernières opérations, les consommations d'énergie en exploitation, vous les avez tous en tête. Mais si vous n'avez pas en tête les consommations, les émissions de gaz à effet de serre en exploitation de votre projet, c'est que clairement la réglementation représente une évolution pour vous. Et puis si vous n'avez pas en tête les émissions de gaz à effet de serre du projet tout entier, c'est-à-dire la partie liée aux produits de construction, ben là la réglementation vient vraiment structurer ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui on n'a plus le choix si on doit faire des progrès. Alors ici, on est sur un sujet qu'on connaît bien, c'est-à-dire c'est mes consommations d'énergie en exploitation. Je les maîtrise très bien, je sais quels équipements j'utilise. L'enjeu tout simplement là, c'est de dire que chaque source n'est pas carbonée de la même manière et donc je veux mesurer le gramme de CO2 qui est émis par kilowattheure.
De ce fait-là, c'est à cet endroit qu'on a proposé quelque part d'être dans des seuils les plus ambitieux, parce qu'on connaît le sujet. Le sujet, c'est juste de décarboner quelque chose que l'on faisait très bien par ailleurs. Donc clairement, les seuils qui sont proposés ici, bon d'abord, sont des seuils sur lesquels vous modulez, comme dans une logique RT, parce que vous voyez bien qu'en fonction des régions, les sujets restent les mêmes. En fonction des zones de bruit où vous êtes plus ou moins valorisé pour climatiser, effectivement, on va moduler de ce fait-là. Mais les seuils sont quand même relativement importants. C'est-à-dire que sur la maison individuelle, par exemple, 160 kg de CO2 par mètre carré, c'est globalement 3 kg de CO2 par mètre carré par an. C'est un changement radical sur les technologies. On peut dire que les sources fossiles, par exemple, ne sont plus tenables aujourd'hui sur une maison individuelle en RE2020. Dans les logiques de logement collectif, vous voyez apparaître en fait la trajectoire de la SNBC finalement, où on rentre dedans progressivement. On rentre dedans progressivement avec des seuils d'abord de l'ordre de 11 kg par mètre carré et par an, et puis progressivement, finalement, avoir le temps d'apprendre et de rentrer dans le détail. Alors, ces émissions de gaz à effet de serre représentent un petit tiers des émissions de CO2 d'un bâtiment sur 50 ans, donc c'était important, comme on le connaît bien, de faire des efforts là-dessus. Le contributeur principal, il n'est pas là. Un bâtiment bas carbone, c'est 70% de choix de produits de construction et d'impact des produits de construction. Donc la vraie nouveauté de la RE2020, c'est qu'on ne fait plus qu'une simulation énergétique dynamique pour évaluer son bâtiment. On va faire une simulation énergétique dynamique et on va faire une analyse de cycle de vie. La bonne nouvelle, c'est que c'est extrêmement simple. Une analyse de cycle de vie, ça revient à identifier les produits que vous utilisez dans votre bâtiment et à utiliser les fiches de déclaration environnementale qui vous sont fournies et qui vont vous préciser combien de CO2 émet la fabrication d'un mètre carré de briques terre cuite, d'une fenêtre, d'un revêtement de sol et d'un équipement. Sur cette base-là, vous avez aujourd'hui des outils logiciels qui fonctionnent très bien, et donc vous avez la possibilité d'évaluer le CO2 émis par cette phase construction. Alors on appelle phase construction, mais on est bien dans une logique de cycle de vie complet, c'est-à-dire que l'on encapsule là-dedans les émissions de gaz à effet de serre, aussi bien pour l'extraction des matières premières que pour la mise en fin de vie de votre dispositif. Ça, c'est vraiment une méthodologie nouvelle, et du fait d'une méthodologie nouvelle, mais vous voyez que les seuils proposés à 640, 740 kg de CO2 par mètre carré, vous voyez que ces seuils-là sont plus élevés que les 160 que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc on est bien sur le poids principal. Du fait que c'est nouveau, là-dessus, on rentre complètement en douceur. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que vous avez une méthode nouvelle à appliquer, mais globalement, si vous deviez prendre une maison aujourd'hui réalisée en 2019, elle a toutes les chances de passer les seuils réglementaires. En revanche, vous allez avoir des informations sur le carbone, et je pense que pour beaucoup d'acteurs, on va apprendre à chasser le carbone, à savoir où il se trouve et où est-ce que je peux faire des progrès. Point qu'on évoque assez rarement dans une analyse de cycle de vie, vous avez d'autres informations. Vous savez quelles ressources vous avez utilisées, quels déchets vous générez, vous savez si vous avez pollué l'eau. Donc c'est aussi énormément d'informations pour l'éco-conception qui viennent gratuitement. Donc Emmanuel l'a mentionné, il y a vraiment deux composantes différentes. Là, on vient de parler d'adaptation, d'atténuation du changement climatique. Donc je fais ce qu'il faut pour que mon bâtiment rentre dans une trajectoire de neutralité carbone. Clairement, ces bâtiments-là, en 2060, seront soumis à des épisodes caniculaires. Ce qui est proposé dans la réglementation environnementale, c'est de lui faire passer le test de la canicule de 2003 systématiquement. Et on souhaite être confortable dans ces bâtiments-là. L'indicateur est assez simple également et assez pédagogique finalement. On vous propose de travailler le confort adaptatif. Pour dire les choses assez simplement, vous n'avez pas chaud de la même manière quand il fait chaud à l'extérieur. Donc plus il fait chaud dehors, plus on considère qu'il peut faire un peu chaud dedans. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même une courbe de confort qui se profile. On va mesurer le nombre de degrés d'inconfort au-dessus de cette courbe et on va mesurer le nombre d'heures pendant lesquelles vous êtes en situation d'inconfort. Donc vous intégrez tout ça et vous obtenez des degrés-heures. Et concrètement, donc sur une météo qui est un stress test, finalement, on ne sait pas finalement si la météo de 2003, c'est celle qu'on aura tous les ans ou tous les 5 ans, mais on se propose de passer ce test-là, un peu comme un test, un état limite ultime en dimensionnement de structure, si vous voulez. Et donc concrètement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur deux seuils. Si on est inférieur au seuil de 350 degrés-heure, on considère que votre bâtiment est bien conçu et confortable et qu'il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. S'il est au-dessus d'un seuil maximum à 1250 degrés-heure, on va considérer que la copie de la conception du bâtiment est à revoir. Et entre les deux,
on va se dire que ça peut être considéré comme satisfaisant, mais qu'il est fort probable que des besoins de climatisation sont nécessaires. Et ces besoins de climatisation, on va les réinjecter dans vos besoins énergétiques, et on va quelque part pénaliser le bâtiment en disant qu'il émettra plus de gaz à effet de serre que ce que vous pensez in fine, parce qu'on va devoir compléter avec la climatisation. Donc, vous voyez, c'est assez simple. On prépare quand même ce que l'on aimerait, c'est-à-dire des bâtiments qui à la fois consomment peu et restent très confortables. Alors, quelques éléments de calendrier. Actuellement, il y a un certain nombre de textes qui sont publiés. Ce sont les textes relatifs au résidentiel. Donc, ce sont les textes qui, en gros, fixent les exigences de méthode et donc sur la partie résidentielle. Il reste aussi des textes sur les attestations et les données environnementales qui vont être publiés tout prochainement d'ici la fin de l'année 2021, parce que ces textes sont nécessaires à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de la partie habitation, qui est évidemment le principal de ce qu'on construit. Ensuite, sur les bureaux, en fait, il y a sur le non résidentiel, on va dire, il y a deux phases qu'il faut retenir. Sur les bâtiments d'enseignement et les bureaux, qui sont là aussi, on va dire, le plus fréquent dans le non résidentiel, l'entrée en vigueur, elle est prévue à l'été 2022. Et pour tout ce qui est, on va dire, tertiaire spécifique, c'est-à-dire les bâtiments qu'on construit le moins souvent, là, les travaux de modélisation vont commencer dans quelques mois, et donc là, on est plutôt sur une mise en œuvre en 2023. Donc, on a vraiment un calendrier progressif par typologie de bâtiment. Ensuite, des éléments de calendrier peut-être encore à plus long terme. On peut passer la slide suivante. Voilà, pour vous montrer, on l'a dit, que c'est une approche progressive. Donc, 2022, je dirais, c'est l'apprentissage. On commence à tester la méthode. On essaie de voir comment on se situe des bâtiments actuellement, comment finalement ils réagissent à la méthode qu'on a proposée, et notamment à la partie impact sur le climat. Donc ça, on va dire l'appropriation, l'apprentissage et la phase d'accompagnement, c'est, je veux dire, à partir de maintenant que les exigences sont connues, et les premières années. Ensuite, il y a donc les différents jalons avec un renforcement des exigences jusqu'en 2031. J'aurais pu l'indiquer en toute première slide, mais évidemment l'objectif c'est de diminuer de 30% l'impact sur le climat, l'empreinte carbone, si vous voulez, le poids carbone du bâtiment, de diminuer de 30% à 2030. Pour avoir un peu un ordre de grandeur, c'est assez facile à retenir et ça s'inscrit bien dans les ambitions que j'indiquais au tout début. Donc voilà, on a progressivement ces seuils qui vont être donc renforcés, qui sont d'ores et déjà connus, ils sont inscrits dans les textes, donc on peut d'ores et déjà se projeter. On peut voir aussi que, bon, évidemment, si dans une première approche, ce n'est pas une rupture technologique, évidemment, on va voir qu'il va y avoir des changements de vecteurs énergétiques, des changements de mode de construire, qu'il va y avoir évidemment une décarbonation de l'ensemble des filières, qu'il va y avoir une contribution plus importante des matériaux biosourcés qui stockent du carbone, et donc il va y avoir évidemment progressivement la disparition du gaz comme source principale et exclusive d'énergie, toute une série d'innovations dans la façon de construire, de concevoir nos bâtiments. Donc ça nécessite aussi de l'accompagnement, et donc c'est la slide suivante, si je me souviens bien. Ça nécessite toute une série d'éléments. Évidemment, en ce moment, il y a toute une série de guides, de formations, de MOOC qui sont déployés, de mallettes pédagogiques, parce qu'il faut accompagner les acteurs. C'est pas évidemment que ces 6 mois, ça va se poursuivre en 2022, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs à former, que c'est quand même nouveau, il faut s'approprier la méthode. Donc là, il y a toute la phase d'accompagnement qui se poursuit. Je dois signaler aussi qu'il y a un accompagnement à l'innovation. C'est important parce qu'il faut soutenir la RE 2020 dans l'innovation. Donc il y a notamment le programme PIA 4, le plan d'investissement d'avenir, qui propose un certain nombre, qui a proposé des appels à manifestation d'intérêt, qui ensuite se traduisent en appels à projets. Et ça concerne notamment la mixité des matériaux. Ça concerne aussi les solutions pour produire davantage de bois. On a vraiment un enjeu industriel de capacité à produire plus de bois pour la construction, du bois français, donc produit et transformé en France. Donc il y a tout cet accompagnement aussi dans l'innovation qui se déploie parallèlement à la réglementation. Donc finalement, on veut dire que c'est une réglementation qui se déploie progressivement et qui est accompagnée de diverses manières pour que les acteurs puissent être au rendez-vous de ces prochaines années et de cette prochaine décennie. Alors pour préparer la suite, Emmanuel vous l'a dit tout à l'heure, quand on sort une réglementation, si on veut le faire en confiance, si on veut savoir ce que l'on fait, il faut indiscutablement préparer le terrain à tout un tas d'endroits pour être prêt. Le label RE 2020 va dans ce sens-là. Une réglementation, c'est toujours trop peu ou trop, en fonction de comment on se passe. Par exemple, on n'a pas parlé suffisamment de confort, on ne parle que du confort d'été, on parle que de carbone, mais ce n'est pas l'ensemble des performances environnementales. Donc dans ce label, retenez 3 ingrédients qui se précisent. Le premier d'abord, c'est qu'on veut explorer les différentes voies environnementales.
Les performances environnementales, c'est aussi l'épuisement des ressources, c'est aussi la pollution de l'air, de l'eau. Donc on veut aller un peu plus loin dans la dimension environnementale. Le deuxième, c'est qu'il faut se laisser du temps, mais il faut aussi ne pas tarder, c'est-à-dire il faut proposer des structures méthodologiques qui tiennent la route, sur lesquelles on puisse s'appuyer. Vous voyez bien qu'on est dans un changement aussi performantiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on saura vous dire, quand vous utilisez un produit de construction, si effectivement il est vertueux. Il n'y a pas de doute sur le sujet. On a une méthodologie qui nous permet d'attester effectivement que le CO2 émis est bien celui qu'il prétend être. Le troisième sujet important pour le label, et clairement dans un sujet comme le bâtiment qui à la fois avance vite, mais aussi avec assez peu de moyens finalement pour se préparer, c'est de fabriquer ce label avec les gens qui en font déjà, qui font des certifications, bref, ceux qui sont là en fait pour penser un peu l'avenir. Alors finalement, cette réglementation, sur 3 axes, la performance énergétique, la performance environnementale et le confort, on s'aperçoit que c'est en fait 3 colonnes vertébrales sur lesquelles on peut continuer d'enrichir. Ce que l'on va retenir, c'est que sur l'énergie, on est quand même dans une forme d'optimum aujourd'hui sur un bâtiment auquel on a déjà demandé beaucoup, donc il consomme très peu. 2 axes de progrès nous paraissent absolument évidents. Le premier, c'est qu'il s'agirait qu'ils garantissent ces performances-là, et que ce soit bien plutôt des mesures de terrain et des mesures à réception qui nous permettent de dire c'est bien comme ça que ça va se passer. Le deuxième sujet de progrès sur l'énergie, ça nous paraît être le bâtiment qui, quelque part, coopère mieux avec son réseau d'énergie, mais probablement aussi réseau de mobilité. Sur l'environnement, maintenant que l'on a un socle méthodologique avec l'analyse de cycle de vie qui nous offre tout un tas d'informations sur les performances environnementales, clairement, il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est d'anticiper les seuils de demain. Jusqu'où on peut aller en termes d'économie carbone? Je crois qu'aujourd'hui, il faut être sincère, personne ne le sait vraiment, mais je crois que les leviers de progrès sont considérables. Il faut aller voir ce que nous pouvons faire au-delà des seuils réglementaires. Ne pas perdre de temps là-dessus et, quelque part, accélérer en regard de la trajectoire de neutralité carbone. Mais il y a quand même 2 sujets aujourd'hui que tout le monde a en tête et qui sont fondamentaux. L'effondrement de la biodiversité. Or, la biodiversité, vous aurez le même sujet qu'avec l'énergie grise et l'énergie en exploitation. La biodiversité, c'est bien sûr travailler la biodiversité sur sa parcelle, c'est aussi travailler la biodiversité qui est détruite par les produits que vous utilisez. Vous avez tous en tête à quelle vitesse on déforeste aujourd'hui, un terrain de foot par seconde, me semble-t-il, au niveau mondial. Et puis sur l'économie circulaire, savoir un peu comment mieux réutiliser les matériaux, limiter les émissions de déchets, voilà des axes qui paraissent évidents. Et puis clairement, sur la dimension confort, rien n'est à inventer finalement. On sait tout ce que l'on veut, un confort acoustique, un confort lumineux, et puis une qualité d'air substantielle. Et là, notez aussi que le virage qui se prépare, c'est très clairement une logique de mesure, une logique de mesurer ce qui se passe pour garantir ce qu'il se passe. Utiliser le temps qu'on a pour construire un label, il faut avoir en tête que quelque part, plus c'est moins, c'était il n'y a pas si longtemps. HQE Performance, c'était il y a un peu plus longtemps, mais c'est allé quand même relativement vite, je dirais, une grosse dizaine d'années pour passer des quelques pionniers utilisant la CV à une réglementation. Donc si on veut se projeter à 2030, quelque part, ça va aller relativement vite. Je vous ai fait ici un espèce d'entonnoir. Moi, je rejoins une logique d'entonnoir. Il y a de la recherche qui est faite en France et à l'international avec des gens qui préparent des choses. Et on sait aujourd'hui dire qu'on a des projets européens sur la qualité d'air, sur la mesure de performance. Et puis, on a surtout tout un jeu d'acteurs extrêmement innovants en France qui certifient des ouvrages, qui proposent des labels. Et l'idée du futur label, c'est quelque part d'être un peu une partie commune à tous ces acteurs et à tous ces référentiels pour qu'il n'y ait plus de dispersion. Et que quelque part, quand je vais travailler dans un référentiel donné, je suis mécaniquement en train de me mettre en route vers le label d'État. Donc ce label RE2020, finalement, c'est le menu de la future réglementation. Personne ne sait dire aujourd'hui, à ce stade, ce qui sera retenu dedans. Mais on va fabriquer un menu, et ça devrait aider quelque part à bâtir la RE 2025, 26, 24, et sur la base de ce menu-là. Donc en fait, un travail collectif qui nous permet de travailler le meilleur état de l'art possible pour proposer le meilleur possible menu pour une réglementation. Le troisième sujet, de le faire avec ceux qui construisent des labels, vous voyez bien qu'en fait, on veut fabriquer un cadre de référence dans ce label, donc demandons à l'État, à la collectivité, ce que l'on veut mettre dans ce menu. Mettons en œuvre les projets de recherche dont on a besoin maintenant pour livrer ces travaux-là. Encore une fois, il ne faut pas sous-estimer ça. Et puis, tout ce réseau d'associations et de professionnels va pouvoir travailler à la définition de ce cadre commun pour ensuite le mettre dans les mains des différents acteurs, État, collectivités, et encore une fois, mettre en route en fait un mouvement assez vertueux. Merci beaucoup pour votre attention.